Bonjour à tous, je vais vous parler de l'observation automatique dans Prism avec cette vidéo tutoriel. Le télescope que l'on utilise est un télescope de 400 mm ouvert à 3.5 qui est actuellement au Chili. Donc je suis en train de prendre un PC à distance avec la connexion de bureau à distance depuis chez moi, donc c'est à 10 000 km de là. Donc il se peut qu'il y ait quelques latences dans l'exécution de cette démonstration et cela est dû à la connexion internet entre les deux sites. Le PC que j'utilise est un PC aussi en espagnol, hein, donc soyez pas surpris de voir des fenêtres comme l'explorateur de fichiers où vous allez trouver des mentions en espagnol. Mais bon, ça se lit assez facilement. Donc le télescope est un télescope de 400 mm ouvert à 3.5 sur une monture Nova 120, monture Direct Drive, avec une caméra FLI, une 16803 et une roue à filtre. Donc le focuseur est un focuseur ASA. Et nous avons là typiquement un télescope qui est sous un abri. Donc l'abri est actuellement ouvert comme on peut le voir sous la vidéo. Et on voit qu'il y a un petit peu de vent, on voit un peu les étiquettes danser. Donc ce que l'on va faire dans cette démonstration, c'est une démonstration d'observation automatique avec un démarrage de télescope qui a déjà été fait. Donc ça c'est la partie on va dire la plus simple à utiliser. Donc l'utilisateur a démarré lui-même le télescope, l'a pointé quelque part dans le ciel et la mise au point est à peu près effectuée de manière approximative mais relativement bonne pour pouvoir faire des opérations comme des astrométries ou des choses comme ça pour se retrouver. Alors évidemment là je vais pas faire une démonstration sur comment connecter un télescope et une caméra CCD, hein, donc ça c'est supposé étant acquis. Donc si vous voulez aller voir les vidéos qui parlent de la prise en main d'une caméra CCD, d'un télescope, elles existent sur la chaîne YouTube, vous pouvez les voir. Donc en quoi consiste l'observation automatique? L'observation automatique consiste à réaliser des images du ciel profond. Donc là ça s'applique qu'à des images du ciel profond, ça s'applique pas à des images de la Lune ou des planètes. Donc c'est des images du ciel profond qui vont être posées plusieurs minutes ou plusieurs dizaines de minutes. Et donc cela va consister en une séquence d'actions qui est prédéfinie au démarrage, à la base, et qui va s'exécuter pendant toute la nuit, et qui va vous permettre eh bien, de faire autre chose pendant ce temps-là. Alors vous pouvez effectivement observer ce qui se passe, mais la chose la plus intéressante à faire pendant une observation automatique, c'est d'aller au lit et de dormir, et pendant que les images se font, et puis au petit matin, vous allez avoir vos images qui seront prêtes et sauvées sur le disque dur. Alors cela permet de combattre le triangle infernal qui est entre l'astronomie, le travail et la famille. Donc là, avec l'observation automatique, Prism exécute les mouvements du télescope, les pointages, les recadrages, tout ce que vous voulez pendant que vous allez dormir. Alors, par exemple ici, pour l'activer, nous allons aller dans Observatoire. Ici, nous avons Observation automatique. Et nous tombons sur un panneau qui a plusieurs onglets, donc qui est très riche hein, en fait, et qui, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, c'est une introduction, donc nous n'allons pas rentrer dans tous les détails de ce panel parce qu'il y a beaucoup d'options. Donc nous allons, comme j'ai dit, faire une prise en main de cette observation automatique à partir d'un télescope qui est déjà lancé, qui est déjà pointé sur quelque part dans le ciel. Mais nous verrons plus tard que nous pouvons faire cette observation automatique vraiment automatiquement, c'est-à-dire faire démarrer le télescope à une certaine heure, ouvrir l'abri si les conditions le permettent, refroidir la caméra CCD. Ça c'est une observation automatique absolument totale, et faire exécuter la séquence d'observation et ensuite fermer l'abri, parquer le télescope et remonter la caméra CCD. Alors là ce que nous allons faire une observation automatique qui ne va pas démarrer le télescope ni le fermer pour le moment. Donc voilà.
Alors, ici, nous avons ce panel ici qui vous donne la liste des objets que vous allez observer. Alors, nous allons effacer cette liste, ici, la liste actuelle. Nous allons tout effacer. Alors, la liste d'objets peut être sauvegardée, rechargée, créée pendant le jour. Alors, nous sommes dans l'hémisphère sud, hein, donc la Voie lactée monte très haut au mois de juin. Nous sommes actuellement le 4 juin, hein, donc ici nous avons toute une série d'objets dans la Voie lactée que nous pouvons utiliser pour cette démonstration. Donc ici nous avons le Scorpion ici, puis le Sagittaire qui est juste derrière. Donc nous allons prendre par exemple des objets relativement connus, par exemple M8, M20 par exemple. Alors, si nous voulons faire M8, M20, pour le faire ajouter, nous pourrons taper ici le nom de l'objet, par exemple, je fais M8, ici, et puis je cherche l'objet, voilà, il m'a trouvé les coordonnées de l'objet, et ici je dis que je vais faire des pauses de 200 secondes en binning à 1, et je vais faire 10 images, voilà, pour la démo j'en faire 5, mais vous pourrez en faire 100 ou 200 ou tout ce que vous voulez, donc 5 images de cet objet, avec le filtre, ici nous avons le filtre L, nous allons aussi le faire avec par exemple le filtre rouge par exemple. La pose qui sera utilisée, alors ici c'est une monture qui direct drive et qui donc ce setup n'a pas de caméra de guidage. Donc ça veut dire que toutes les poses entre 5-10 minutes, même un quart d'heure fonctionnent très bien sans caméra de guidage. Mais si vous aviez une caméra de guidage, tout à fait possible de l'utiliser dans les observations automatiques. Donc là vous indiqueriez par exemple le temps de pause que la caméra de guidage devra faire, alors par exemple ici 5 secondes. Et là, vous pourrez cocher la case effectuer le guidage. Je ne le fais pas ici parce que c'est une monture direct drive, il n'y a pas de caméra de guidage, mais si vous avez une caméra de guidage et que vous avez besoin de guider, vous cochez cette case-là et l'observation automatique va automatiquement trouver selon certains critères l'étoile guide et effectuer le guidage. Là ici, je coche effectuer la focalisation de cet objet, donc ça va effectuer la focalisation sur cet objet. Alors je vais commencer, comme j'ai dit, pas trop compliqué, donc on va faire qu'un seul objet, mais vous pouvez ajouter autant d'objets que vous voulez, mais là on va faire juste qu'un seul objet, et 5 pauses sur cet objet. Alors si je vais dans l'onglet focalisation, ici vous avez aussi beaucoup d'options, donc vous pouvez ici réaliser la focalisation toutes les 25 minutes, ou après chaque déplacement du télescope lorsqu'il fait par exemple une certaine distance entre le point de départ et le point d'arrivée. Donc là par exemple il y a marqué 30 degrés, donc si le télescope bouge de plus de 30 degrés il fera une focalisation. Mais ici quand on a coché focus oui, ça veut dire que à chaque début de séquence de cet objet là, dont il fait 5 images, il va faire une focalisation quoi qu'il arrive. Mais si par exemple j'avais mis ici 100 images par exemple, et là ici réaliser la focalisation toutes les 25 minutes, eh bien, comme 100 images fois 3 minutes, ça fait 300 minutes, eh bien, toutes les 25 minutes, il va refaire la focalisation. Alors, la focalisation, il a fait en recherchant une étoile qui est ici entre 0,3 et 4 degrés de l'objet. Alors, vous pourriez mettre 0, par exemple. Alors, pourquoi 0,3? En gros, c'est dans le cas de champs très riches en étoiles, comme des par exemple si vous faites le nuage de Magellan ou quelque chose comme ça, ou un amas ouvert ou quelque chose comme ça, c'est pour vraiment sortir de l'objet et aller chercher une étoile de focalisation en dehors de l'objet que vous faites. Là vous avez la magnitude min et max, 9 et 10. Alors évidemment ces chiffres là ne proviennent pas d'un hasard, donc ça c'est l'expérience qui va vous le dire. En fait, avant d'attaquer des observations automatiques, il est fortement recommandé d'utiliser son télescope manuellement pour en connaître un peu tous les aspects et tout ce que le télescope peut faire et ne pas faire. Et là par exemple la magnitude des étoiles 9 et 10, entre 9 et 10 a été déterminée par le fait que je sais que si j'ai un temps de pause de 2 secondes et que je prends une étoile entre magnitude 9 et 10, elle aura exactement la bonne brillance pour que la focalisation se fasse correctement. Ensuite, les intervalles de focalisation. Donc
ici d'où ils proviennent d'une focalisation automatique ultérieure que vous avez fait. Alors si vous faites auto par exemple, il va récupérer les valeurs ici qui vont être utilisées pour exécuter la focalisation entre 9,41 mm et 10,31 mm. Alors le focuseur, je le remontre ici. Vous voyez, vous avez le driver ASCOM du focuseur ASA qui est actuellement positionné sur 9,86 mm. Donc qui est à peu près entre les deux. Et qui donnera la bonne mise au point. Donc votre bonne mise au point doit se trouver entre 9,41 et 10,31. Et elle se fait sur le filtre de référence. Donc vous avez défini un filtre de référence, donc ça, il faut aller voir notre vidéo pour savoir comment le faire, hein, c'est indiqué dans une autre vidéo. Le pas de focalisation à 0,074 microns, bon, mais ça c'est ça va donner 12 itérations pour faire la focalisation. Donc ça c'est quelque chose pareil aussi, qui a été rentré automatiquement dans la fonction de focalisation automatique ou que vous avez déterminé vous-même. La fenêtre d'acquisition va prendre 40 pixels et on va prendre un rayon de calcul de 8 pixels, temps de pause de 2 secondes, donc 2 ou 3 secondes, donc il faut mettre un temps de pause entre 2 et 5 secondes pour éviter la scintillation. Et ensuite ici vous avez le signal minimum, donc 100 ADU, donc ça veut dire que si votre étoile même défocalisée fait 100 ADU, si elle fait plus de 100 ADU, ça sera pris en compte. Hein. Si c'est en dessous, ça ne sera pas pris en compte. Alors vous avez aussi d'autres options qui ne sont pas cochées, dont je ne vais pas parler pour le moment. Nous allons ensuite aller dans l'onglet Acquisition. Alors l'onglet Acquisition va déterminer le répertoire dans lequel vous allez sauver vos images. Alors vos images vont être sauvées dans ce répertoire-là. Donc vous pouvez ici sélectionner ce petit bouton et là on trouve les répertoires. Alors comme je vous ai dit, hein, c'est en espagnol, donc soyez pas étonnés. Vous cochez en plus cette case là, il va créer un répertoire qui aura le nom de la nuit, à savoir 2000 par exemple, aujourd'hui on aurait 2016 0604. Ou alors ce que vous pouvez faire, vous pouvez créer plutôt, nous allons plutôt faire ça, nous allons créer un répertoire qui est fait avec le nom de l'objet. Alors pourquoi? Parce que l'objet, vous allez peut-être le faire sur plusieurs nuits, et c'est plus facile d'avoir les images qui sont regroupées par le nom de l'objet que plutôt par le nom de nuit. Le nom de nuit n'est pas vraiment très important. Enfin, le répertoire de nuit n'est pas très important, donc là il va créer un sous-répertoire, sous ce répertoire-là avec le nom de l'objet. Ou alors ne pas créer de répertoire si vous voulez directement sauver les images dans ce répertoire-là. Alors il y a tout un tas d'options comme nommer les fichiers selon le bouclage, mettre le nom du filtre dans le nom du fichier, ça je vous le recommande, mettre la date dans le nom du fichier aussi, ça peut être utile. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est produire des images de contrôle qui sont des vignettes 512 parce que ce qui va se passer c'est que l'image ici elle fait 4000 par 4000 pixels et télécharger pour inspecter la qualité de l'image, une image de 4000 par 4000 pixels à distance, c'est un peu compliqué, donc vous pouvez ici faire produire une petite imagette qui va être de 512 pixels, qui va vous permettre de télécharger pour contrôler le centre du champ. Ensuite, ce que je vous recommande beaucoup, c'est de calculer sur une zone centrale de 512 par 512 pixels la netteté de toutes les étoiles. Donc ça vous donnera un critère qui vous dira vos étoiles dans cette zone-là, elles ont toutes une taille de 2 secondes d'arc, de 3 secondes d'arc, de 4 secondes d'arc. Donc ça permet de savoir quel est le signe et la netteté des étoiles dans vos images. Alors si vous aviez une station météo, vous pourriez la connecter évidemment à l'observation automatique et en fonction des conditions météo, le télescope peut se retrouver à se parquer et à attendre de meilleures conditions. Alors on en parlera plus tard. Ce qui concerne l'autoguidage est ici. Alors ici on ne va pas autoguider, donc évidemment ces options-là ne seront pas prises en compte. Mais vous pourriez par exemple, si vous guidiez, faire chercher l'étoile guide dans un rayon de 2 arcs-minutes. Et s'il ne le trouve pas, vous pouvez fractionner les pauses aussi, hein, d'accord? Donc s'il ne trouve pas d'étoile guide, vous pouvez fractionner les pauses à un certain niveau. Ensuite, ici, si vous avez une caméra CCD de guidage, cela vous donne ici, utiliser le CCD principal de la caméra CCD de guidage. Donc là, ici, si vous avez une deuxième caméra
Donc ça c'est dans le cas où vous êtes avec une deuxième caméra de guidage. Si vous êtes avec une caméra SBIG, ne cochez pas cette case. Une caméra SBIG qui a un capteur intégré n'est pas vue comme une deuxième caméra d'emprise. C'est vu comme une caméra qui est à côté de la caméra principale. Mais si vous avez une caméra qui est séparée de la caméra principale, c'est-à-dire qui est sur un diviseur optique ou quelque chose comme ça, vous devriez cocher cette case-là. Alors ici, ça donne les options de miroir et de rotation des images. Donc si vous voulez faire ça sur la trame entière, si vous voulez lire le CCD en entier, que la moitié ou que le quart du CCD, et les options de quart de tour, etc. Alors si je vais dans l'onglet télescope, là aussi pas mal d'options. Donc des options relativement basiques, qui par exemple nous dit ne pas pointer un objet en dessous de 25 degrés de hauteur. Parce qu'effectivement, bon, là l'objet il est au-dessus de l'horizon, mais s'il était en dessous de cette ligne rouge par exemple, il n'est pas conseillé de faire une image à cet endroit-là, quoi. Donc en fait, ça vous dit simplement ne pas pointer en dessous de 25 degrés. Ensuite, vous pouvez faire des limitations sur des angles horaires. Bon là je l'ai pas mis, c'est pas nécessaire. Entre un angle horaire qui est par exemple ici à moins 12, mais il pourrait être à moins 10, entre moins 10 et plus 10. Et là j'ai pas mis cette limitation. Alors éviter la proximité de la Lune, oui. On va éviter la proximité de la Lune avec une distance minimum de 20 degrés. Alors c'est clair que si votre objet est vraiment dans un rayon inférieur à 20 degrés et étant proche de la Lune, cet objet sera zappé, ne sera pas fait. Alors ensuite là ici vous avez réalisé un recadrage astrométrique après pointage sur un nouveau champ. Donc ça vous dit de faire un recadrage. Alors on va le cocher, bien que c'est pas nécessaire parce que la monture pointe vraiment très bien, hein. C'est une monture avec des codeurs, donc mais on va le faire quand même. Donc ça veut dire simplement de bien cadrer votre objet au centre du champ. Donc le logiciel va faire une calibration astrométrique et centrer parfaitement l'objet au centre de l'image. Mais vous pouvez le faire toutes les 10 minutes là, ou tout ce que vous voulez. Bon, là c'est mutuellement exclusif. Si je coche ça ici, vous voyez ici ça se décoche. Alors vous pouvez aussi récupérer des jeux. Si vous avez une monture avec des vis et une roue, quand vous faites un pointage, des fois il faut un certain temps pour récupérer le jeu, que le jeu se rattrape. Et là vous avez ici un temps que vous pouvez mettre, vous pouvez dire voilà, je veux récupérer les jeux pendant 3 secondes. Bon, là sur cette monture là, c'est une monture direct drive, il n'y a pas de vis et de roue, donc c'est pas nécessaire, mais enfin je vais le mettre quand même, je vais mettre 5 secondes pour la démo. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est ce qu'on appelle un dithering, c'est-à-dire que vous pourriez déplacer légèrement à chaque pointage de quelques ersecondes de manière aléatoire en alpha et delta par ce chiffre. Alors ici j'ai mis 12 secondes d'arc, c'est-à-dire que à chaque image, c'est-à-dire qu'une fois que l'image est terminée, il va déplacer un petit peu le télescope de 12 arcs secondes de manière aléatoire dans une direction et dans une autre. Ok. Alors attention, c'est effectué que s'il n'y a pas de guidage, parce que dans les options de guidage, vous avez cette option-là aussi qui peut être activée. Donc comme les deux ne peuvent pas être activés en même temps, si dans le guidage vous avez aussi un editeur, ça sera complètement ignoré. Ensuite, il y a une option générale ici, stopper le suivi sidéral si le télescope est en attente pour le prochain objet. Donc ça c'est relativement facile. L'astrométrie, quels sont les paramètres d'acquisition que j'ai utilisés pour l'astrométrie. Alors ça peut accélérer les réductions astrométriques, d'utiliser le binning de 2, temps de pause 5, et de le faire avec le filtre de référence pour avoir plus de lumière. Si vous faites par exemple, votre filtre de référence est un filtre L, l'astrométrie va marcher de manière plus efficace que si vous aviez un filtre H-alpha par exemple. Alors ça c'est une option relativement importante pour les montures allemandes. Les montures allemandes retournent autour du pôle, c'est-à-dire qu'elles ne passent pas le méridien. Le méridien est donc cette ligne. Alors on va déplacer ça ici, c'est cette ligne blanche, cette ligne violette, pardon. Cette ligne violette montre le méridien. Donc le méridien c'est la ligne qui passe du nord au sud.
et les montures allemandes parfois ont des difficultés. Le tube peut taper dans la monture allemande, donc il y a ce qu'on appelle un retournement. Donc là, les observations automatiques gèrent cette chose-là. Alors ici, nous avons marqué pas d'acquisition au-delà de 18 minutes par rapport au méridien lorsque le tube est à l'ouest du pied visant l'est du ciel. Alors il faut imaginer que vous êtes en train de viser à l'est du méridien et puis vous arrivez à 18 minutes avant le méridien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le télescope va dire, plutôt le système va dire, ah ben non, là je rentre dans une zone critique, donc admettons que ma pause fasse 10 minutes, et si la pause fait 10 minutes et dépasse cette zone-là, il va y avoir un problème. Donc qu'est-ce qu'il va faire le système? Le système va positionner le télescope de l'autre côté du méridien, par exemple à 19 minutes, ok, au-delà du méridien, et va attendre que l'objet passe le méridien et soit à sa portée. Donc là on a mis 18 minutes par rapport au méridien et là 19. Donc ça veut dire que le télescope peut passer de 18 minutes le méridien, mais que il va retourner et se mettre à 19 minutes après le méridien et attendre. Alors il y a une minute à attendre, hein. Il y a une minute à attendre pour que l'objet passe le méridien et qu'il puisse l'attraper en étant dans de bonnes conditions de l'autre côté du méridien. Alors, si mes explications sont pas très claires là-dessus, c'est assez compliqué, enfin c'est pas évident à expliquer. Je vous invite à aller voir le forum. Sur le forum, il y a un post là-dessus qui explique avec dessin et force de détail comment cette partie fonctionne. Lors du retournement de la monture allemande, vous pourriez activer de faire une recherche du champ, parce que si vous n'avez pas de modèle de pointage, si votre monture est de qualité, disons, un peu médiocre, vous pourriez, en faisant un retournement, perdre le pointage, ou perdre un peu la position du pointage. Donc ça c'est dû au fait que les axes de la monture ou l'axe optique n'est pas parfaitement orthogonal avec l'axe delta, par exemple. Hein, ça, si votre axe optique n'est pas parfaitement perpendiculaire à l'axe delta, vous pouvez avoir des problèmes de pointage lorsque vous retournez de l'autre côté du méridien. Alors ici, vous avez refaire la focalisation après le retournement de la monture. Bon, ça oui, effectivement, en faisant un retournement de monture, vous pouvez déplacer des éléments optiques et avoir une perte de focalisation. Donc là, en cochant cette case-là, vous allez initier une focalisation automatique en étant de l'autre côté du méridien. Et là, ici, vous avez synchronisé miroir X et Y avec le retournement. Donc ça, c'est la fameuse fonction dont j'ai parlé dans un autre tuto, où quand vous tournez au méridien, quand vous retournez au méridien, votre image tourne de 180 degrés. Pour éviter cette rotation de 180 degrés et éviter que le nord passe au sud au nord, etc., vous pourriez cocher cette case-là pour que votre image soit remise automatiquement dans le bon sens. Alors nous allons passer l'acquisition des flats, ça nous n'allons pas en faire cette fois-ci, mais sachez que l'observation automatique peut faire des flats le matin ou le soir, hein, avant des observations automatiquement pendant que vous dormez. Ensuite, le début des observations. Alors ici nous avons ne pas exécuter cette séquence de démarrage, donc cette séquence de démarrage en dessous est complètement grisée parce que j'ai coché cette case. Alors pourquoi je ne veux pas l'exécuter? Enfin, j'ai fait tout ce qu'il faut pour ne pas avoir à exécuter cette chose-là, puisque j'ai déjà démarré le télescope, j'ai déjà ouvert l'abri, j'ai déjà refroidi la caméra CCD, mais ce que je vous disais, c'est que les observations automatiques permettent de démarrer votre observatoire automatiquement et d'être prêt et d'avoir le télescope en condition pour prendre vos images. Donc pour le moment, vous voyez, si je change ça, ça se dégrise, si je clique là-dessus, ça se grise. Ensuite, j'ai ici exécuté immédiatement. Donc je pourrais exécuter ça à une heure précise, ou alors exécuter lorsque le soleil passe en dessous d'une certaine hauteur. Donc en début de nuit par exemple. Alors ici vous avez un ordre de démarrage qui vous indique démarrer le matériel puis attendre les conditions ou l'inverse. Bon, ça j'entre pas trop dans les détails pour le moment puisque vu que ça c'est coché, on ne s'occupe pas de ça. Fin des observations, c'est pareil. On pourrait à la fin des observations par exemple
remonter la température de la caméra CCD, parquer le télescope, parquer la coupole, fermer la coupole, déconnecter la caméra CCD, etc., etc. Bon, là pour le moment on va pas le faire puisque c'est une séquence d'observation simple. On le fera dans la prochaine démo, juste après celle-là, vous montrer comment tout ça fonctionne. Alors vous pourriez avoir un mail qui est envoyé à la fin. Les conditions de fin d'observation sont importantes, donc quand le soleil remonte au-dessus de l'horizon et puis atteint une hauteur de, par exemple ici, moins 15 degrés, c'est-à-dire que dès que le soleil est au-dessus de moins 15 degrés, à moins 13, moins 14, c'est le début du crépuscule astronomique ou du crépuscule nautique, et bien là, je décide de ne plus faire de pause et d'arrêter les observations automatiques. Ou alors, je peux forcer une date de fin. Alors, la gestion des erreurs, on verra ça plus tard. Une erreur peut arriver pendant votre observation automatique et vous avez alors une erreur qui n'est pas nécessairement attendue, hein, une erreur, par exemple un focuseur qui répond plus, une gestion d'erreur qui conduit à une suite d'actions comme par exemple parquer le télescope, fermer la coupole d'abri, etc. Voilà, pour le moment c'est pas coché puisque de toute façon je suis là, je reste devant et je vais pas m'en aller ni aller me coucher pour le moment. Alors vous allez dans l'exécution maintenant, donc on a à peu près réglé tout ce qu'il fallait, donc l'objet, je rappelle, on va faire cible objet, on va faire l'objet M8, dépose de 200 secondes en Bing 1, on va faire 5 fois avec un filtre rouge. Donc je vais ici dans l'exécution, ici, et je fais Go, et c'est parti. Alors c'est parti, mais c'est pas bien parti puisque là j'ai des messages. Alors vous avez deux types de messages. Vous avez des messages qui sont en noir, qui sont des messages pas très importants. Vous avez des messages en bleu qui sont un peu plus importants et des messages en rouge qui vous donnent des erreurs. On fait ces messages d'erreur. Donc là j'ai eu une erreur fatale. Tiens, et donc là exécute la procédure gestion d'erreur, il n'y en a pas, donc il n'a pas fait. Mais là ici j'ai une erreur fatale dans l'initialisation de la caméra secondaire. Ah oui, alors caméra secondaire. Je reviens dans le télescope ici, je n'ai pas de caméra secondaire, d'acquisition, pardon. Donc comme je n'ai pas de caméra secondaire, je décoche cette case, j'ai qu'une seule caméra. Donc là, il a essayé de se connecter ou de voir vraiment s'il y avait une caméra secondaire. Là il n'y en a pas. Donc je décoche cette case. Donc ici je fais effacer le log. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est tout ce qui est écrit dans cette fenêtre est écrit sur le disque dur sur ce chemin là. Vous voyez ici en haut vous avez un chemin dans lequel toutes les messages d'observation automatique sont réécrits. Donc si ça venait à planter ou qu'il y avait une coupure de courant ou autre chose comme ça, vous pourriez voir tout ce qui est écrit dans ce fichier là et voir ce qui s'est passé. Donc je fais effacer et puis on est reparti. Alors là j'ai plus de message rouge. Voilà. Donc là on voit ici, alors je vous montre ici, le télescope se déplace sur sa cible. Là, il a fait le premier déplacement. Et là, ici, vous avez toutes les actions qui sont faites. Donc, c'est relativement détaillé. Il est clair qu'au début, quand on commence à faire l'observation automatique, il est intéressant de bien regarder ce qui est écrit là-dedans. Après, bon, évidemment, une fois que ça marche et que ça fonctionne de manière régulière, vous n'avez plus besoin de regarder. Mais bon, regarder, avoir un œil là-dedans permet de voir les problèmes et de tracer les problèmes. Alors qu'est-ce qu'il fait? Alors il fait une pause là, il va sur l'objet, qui est effectivement M8, hein, on est pile poil sur M8. Donc il va faire, il est en train de faire une astrométrie pour faire un recalage, voilà. Il fait un recalage de l'image, du centre de l'image. Et là ici il va démarrer la focalisation automatique. Donc la focalisation automatique, il va aller chercher, alors il va revenir du filtre rouge au filtre de référence, qui est le filtre blanc, et là il va chercher une étoile, ici il trouve une étoile de focalisation, et va exécuter la focalisation sur cette étoile. Alors comme je vous l'ai dit, hein, il faut vraiment bien lire ce qui se passe ici, parce qu'il n'y a pas d'autres fenêtres qui vont apparaître hein, au cours de l'observation automatique. Hein,
les messages arrivent uniquement dans cette fenêtre. Vous n'allez pas avoir plein d'autres fenêtres qui vont arriver et s'afficher de partout. Là, tout arrive que là-dedans. Alors si vous vouliez arrêter l'observation automatique parce que quelque chose se passe pas bien, vous pourrez appuyer sur stop. Alors vous voyez là, il est en train de faire la focalisation là, sur cette étoile. Donc une étoile qu'il a choisie dans le catalogue automatiquement. Et là vous avez ici la valeur du HDF, plus l'étoile ici se trouve dans 1148 pixels. Donc plus cette valeur va descendre, plus vous êtes net. Donc ça va passer par un minimum et augmenter. Donc il faut absolument ici que votre focalisation passe par un minimum et remonte. Alors vous voyez là, 11,48, 7, 6, 4, 75, 3, 71. Donc on voit, et puis on voit visuellement à l'œil que la taille de l'étoile diminue. Donc 2,59, 2,01, 2,30, voilà, ça remonte. Donc la mise au point sera certainement aux alentours de 10 mm, grosso modo. Donc vous voyez là c'est en train de remonter. Donc là c'est bon. Donc ça veut dire qu'on encadre bien la focalisation entre défocaliser, focaliser, défocaliser. Donc l'encadrement est bon. Donc l'encadrement par les valeurs 9, 4 et 10, 10, 3 est bon. Vous voyez, focalisation trouvée à 10, 0, 11. Alors s'il ne trouvait pas la focalisation, ce qui peut arriver, parce que par exemple un nuage qui passe ou une étoile double ou quelque chose comme ça, ce qu'il fait, il va se mettre sur la position précédente. Et vous voyez d'ailleurs ce qu'il fait là ici, il regarde s'il y a une amélioration de focalisation par rapport à la position précédente. Hein. C'est bien le cas. Vous voyez, avant on avait 3 secondes 5 de largeur à mi-hauteur de l'étoile et là on a 2,67. Donc la focalisation a amélioré les choses. Donc voilà, donc il revient sur l'objet ici et il va repasser sur le filtre rouge. Et puis ce qu'il va faire, eh ben, il va faire ces 5 images. Il fait son petit éditeur là de 8 et 10 arcs secondes. Ensuite, voilà, donc là, il démarre la pause. Vous avez la pause de 200 secondes qui est partie ici. Vous voyez, voilà. Donc la pause de 200 secondes est partie. Alors vous pouvez faire stop ou abandonner. Hein. Ce qui va se passer, c'est qu'il va faire la suivante. Et donc, la meilleure méthode pour arrêter l'observation automatique est de faire stop, hein, évidemment. Donc voilà, donc là, il exécute ses pauses. Je vais mettre en pause l'enregistrement et puis une fois que l'image sera finie, on fera un petit commentaire. Alors, voilà la première pause qui est arrivée. Alors la première pause est arrivée, comment je le vois? Je vois effectivement marqué fichier sauvé M8 underscore R filter avec la date du jour -001.fits. On a coché qu'on voulait avoir le nom du filtre dans le nom du fichier et la date ici qui se retrouve avec ici l'index. Là vous avez netT seeing qui a été calculé sur 131 étoiles avec une FWHM de 1,97 pixels, une élongation de 5%, donc 5% c'est très très bon. Hein, je vous ai dit dans une autre vidéo que quand on est en dessous d'une élongation en dessous de 10%, c'est très bien. Là on a 5%, donc ce qui prouve que la monture suit très bien. Bon, c'est une pause relativement courte, hein, c'est que 200 secondes. Et là vous avez ici un seeing ou une largeur à mi-hauteur des étoiles de 2,46 arcs secondes, surtout sur le centre du champ. Alors ce que j'aime bien faire aussi, alors évidemment quand je suis là, hein, et que effectivement je ne suis pas à dormir, je regarde un peu l'image. Alors évidemment pour regarder l'image comme ça, on a une image qui fait 4K par 4K, 4000 par 4000 pixels. J'active ici la loupe. Ici, voilà, je mets la loupe là, je me balade sur l'image. Et là, ici, quand je clique droit, vous avez Zoom Loop qui est sur 1. Donc ici, on voit 1 pixel écran égale 1 pixel CCD. Donc c'est ce que je vois en bas, quoi. Et là, en me baladant un peu sur l'image, je vois un peu la qualité de mon suivi. Bon, là, évidemment, c'est très très bon, hein, pas de problème. Donc ça me permet de regarder en grandeur réelle. Alors, je vais vous montrer, voilà, ici le canal qui est au milieu de la M8, ici, puis on voit très bien que les étoiles sont sympathiques, bien fines. Ici,
Moi-même les aigrettes avec des ondulations, hein, donc c'est des ondulations avec des interférences dans les aigrettes, donc ça prouve que la mise au point est très très bonne. Alors l'image est sauvée dans ce répertoire là. Alors on va aller faire un tour pour regarder quelques petites choses. Alors voilà où sont stockées les images. Et vous avez ici le répertoire M8. Donc j'ai dit que je voulais faire un répertoire non pas par nuit mais par nom d'objet. Donc là il a fait un répertoire M8. Ici, donc je clique là. Et là, ici, je trouve mes deux images de l'objet. Et ici, j'ai un répertoire qui s'appelle Small. Quand je clique dessus, je vais trouver des images toutes petites du centre du champ en binning à 1 qui vous permettent, qui sont très rapides à télécharger, 521 kg, et qui vous permettront de regarder la netteté du centre de l'image. Parce qu'évidemment, les images ici, elles font, je reviens sur la limite, pardon, les images font 32 mégas. Donc bon, vous pouvez télécharger les images 32 mégas au fur et à mesure qu'elles arrivent, mais ce que vous pourriez faire aussi, c'est, avec ce petit répertoire small, c'est voir le centre de l'image et voir la qualité du suivi. Bon, de toute façon, il y a aussi cet affichage ici qui va vous dire, vous voyez, hein, de nouveau, on le retrouve ici, sur la deuxième image, élongation 9%, signe de 48. Donc c'est du très très bon. Alors voilà, ce que je pourrais faire, c'est, enfin d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais laisser faire les 5 images, et puis on va voir ce qui se passe à la fin de cette séquence. Donc on va faire une petite pause et revenir quand la séquence sera quasiment terminée. Alors voilà, la dernière pause est en train d'arriver, la 5e. Voilà, 5e pause. Et là, à l'issue de cette dernière pause, un petit bilan est fait à peu près. Donc vous voyez, de ce qu'il a réalisé. Donc là, il vous dit qu'il a réalisé 100% de la séquence, avec ici les élongations correspondantes. Nos images sont ici. L'objet M8 en filtre rouge a été fait 5 fois. Donc nous allons faire de plus en plus fort cette fois-ci. Cette fois-ci, nous allons faire plusieurs objets. Alors, on va dans cible ou objet. Donc ici, nous allons mettre, alors, nous allons mettre cette fois-ci qu'une seule image. Voilà, de cet objet. Et puis nous allons en ajouter un objet. Nous allons faire par exemple M8, nous avons M20, qui est pas très loin. Voilà, dont il trouve les coordonnées. Ici, on va faire une pause de pareil 200 secondes par exemple. Donc d'image, on va en faire une. Là, effectuer le guidage non, effectuer la focalisation de cet objet non, on va pas le faire parce qu'on est relativement proche de l'autre. Et puis nous allons mettre un troisième objet, par exemple M4. Alors, ajouter un objet. Alors ça peut être NGC, hein. Ici vous pouvez mettre un Messier, NGC, vous pouvez mettre tout ce que Prism reconnaît comme étant des catalogues qu'il possède. Alors on va mettre M4 qui est pas très loin, donc chercher les coordonnées, voilà M4, on va faire une pause de 200 secondes, binning 1, une seule image, en filtre L, ici on va pas faire de focalisation sur cet objet, voilà. Alors si on avait un rotateur, il serait tout à fait possible, ici on peut éditer les objets, là, si vous cliquez ici ou double-cliquez sur l'objet, vous faites éditer, vous pouvez ici, si vous aviez un rotateur ici, vous pourriez dire voilà, j'ai un rotateur de champ. Alors un rotateur de champ, il n'y a pas beaucoup de sociétés qui en font, il y a Optech qui en font par exemple, et là vous pourriez définir un angle de rotateur de champ. Bon là il n'y en a pas, donc on n'en met pas, c'est pas la peine. Alors ce qu'il va faire, c'est que si je coche réaliser les observations dans cet ordre, il va réaliser les observations dans cet ordre. Il va faire M8, M20, puis M4. Après, si je dis que je veux 3 boucles, par exemple, donc si je coche exécuter cette observation en boucle, et là j'en mets 3, donc en boucle finie, donc vous pouvez faire boucle infinie ou infinie, donc là vous avez une boucle finie, et vous faites 3 boucles, donc ça veut dire qu'il va faire
M8, M20, M4 une fois, une fois, une fois, et puis il va reboucler, il va faire M8, M20, M4 une fois, une fois, une fois. Donc ça c'est le nombre de boucles que vous voulez faire sur cette séquence là. Donc là si vous mettez une boucle infinie, ben, par exemple il va faire la boucle jusqu'à que le jour se lève par exemple. Bon, on va pas faire de boucle. On va réaliser par contre des observations dans cet ordre. Alors si je décochais cette case là, il ne le ferait pas dans cet ordre là, il le ferait dans l'ordre de l'objet qui est le plus à l'ouest. Hein. Il va commencer par faire les objets qui sont le plus à l'ouest, et puis venir finir sur les objets qui sont le plus à l'est. Bon, là par exemple on va décocher ça, comme ça justement on va voir qu'il va commencer par faire M4, ensuite il va faire M8, M20 qui sont plus à l'est, parce que M4 est plus à l'ouest. Alors il vous donne aussi l'estimation de la durée de cette séquence aussi, bon c'est à titre estimatif, hein, c'est pas vraiment précis. Alors ensuite, focalisation, on a vu que ça marchait bien, on change rien. Coupole abri. Alors ce que l'on va faire maintenant, c'est que à la fin des observations, on va exécuter une séquence de fin. Donc on va dire, je veux remonter la température de la caméra CCD selon la rampe définie dans le panel d'observation. Je veux parquer le télescope, donc azimut et hauteur. Ensuite, je veux fermer la coupole l'abri. Voilà, donc là c'est ce qu'on va faire. On va déconnecter la caméra CCD et le télescope après la remontée de température. Et on va, alors, vous avez un onglet coupole abri qui vous dit comment ça se passe. Soit c'est une coupole abri qui est gérée directement par Prism, et dans ce cas-là vous n'avez rien à faire. Donc vous faites ce que je viens de faire. Ou soit, et là c'est effectivement, on va décocher ça et enlever ça pour éviter de la confusion. Donc soit vous avez une coupole ou un abri qui est commandé par exemple, ici c'est le cas, c'est un abri, il est commandé par des petits programmes. Il y a un petit programme, un point .exe qui sert à l'ouvrir, il y a un point .exe qui sert à le fermer. Et là, c'est effectivement le cas, si vous allez dans coupole abri, ici, il faut cliquer ici parce que la fermeture de l'abri n'est pas directement prise en charge par Prism, mais elle est prise en charge à travers un point .exe qui est un programme ici qui se trouve dans ce répertoire là et qui va dire ici quand je fais close roof ça va fermer le toit. Donc ici si vous aviez par contre, si c'était géré par Prism comme un matériel de Prism, vous n'avez pas besoin de faire ça, vous faites juste fermer la coupe à l'abri, terminé, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec quoi que ce soit d'autre. Alors ici vous avez des séquences d'interrupteurs. Vous pouvez ici cocher, exécuter une séquence de fermeture, d'ouverture d'interrupteur. Ici, vous pouvez les paramétrer. Bon, ici, il faut aller dans le menu des interrupteurs ici. Quand je vais faire le close roof, cela va fermer le toit. Le télescope étant parqué, bien entendu. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois que le toit va être fermé, cela va couper automatiquement la monture, la caméra CCD et tout le reste. Et c'est géré par ce fameux closeroof.exe, qui est un programme qui a été écrit par le propriétaire, où il y a l'interface ASCOM, et l'interface ASCOM est accessible avec Prism, bah, il n'y a pas de problème. Voilà, alors, voilà, c'est fait, tac tac tac. On va faire ici, donc cette séquence très simple, et puis provoquer la fermeture de l'abri. Alors oui, je vais revenir sur la rampe. La rampe, ici, remonter la température de la caméra CCD selon la rampe définie dans le panel d'acquisition. Alors, ici, si vous allez dans le panel d'acquisition, vous allez dans température CCD. Vous avez ici en bas des boutons qui vous permettent de définir la façon de remonter et de descendre la température du CCD. Alors si je vais dans éditer, alors ça a déjà été fait, où là vous pouvez définir les paliers de remontée de température ou de descente. Donc ici vous avez température extérieure à titre indicatif 20, température de caméra finale moins 30, et ici vous avez les différents paliers qui ont servi à descendre la température à la remontée. Alors là ici vous avez par exemple des paliers de 5 degrés et une durée d'attente de 1 minute.
Donc la remontée de la température de la caméra CCD se fait par palier. Alors là, on est à moins 25. Donc qu'est-ce que va faire le logiciel? Il va dire, ah, je suis à moins 25. Donc je suis ici, la température moins 25. Il va se placer là. Donc il va remonter à moins 20. Et il va attendre 5 minutes avant de remonter à moins 15. Vous voyez, enfin pas 5 minutes, 2 minutes et demie, pardon. Donc là ici je pars de moins 25. Je dis caméra remonte à moins 20 degrés et j'attends 2 minutes et demie. Ensuite, une fois qu'il a atteint les moins 20 degrés, il dit caméra revient à moins 15 et j'attends 2 minutes et demie. Ainsi de suite. Et il va monter jusqu'à la température. Bon, température finale, il va essayer de viser une température finale, mais même s'il n'atteint pas, c'est pas grave. Parce que bon, je pense pas qu'il fasse 15 degrés à l'heure actuelle à l'extérieur. Mais il faut définir cette chose-là, il faut définir le réglage de cette mise en température. Si vous ne faites pas ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va vous afficher sans doute une erreur et dire bon ben voilà, la table de remontée de température de la caméra CCD n'est pas définie. Je continue et on verra bien. Donc là c'est ce qu'on va faire. Bon, là c'est a priori bien défini. Donc maintenant je fais effacer log et là je fais go, exécution. Donc là j'ai un message qui me dit attention, une séquence de fin d'observation est prévue, continuer. Alors une séquence de fin d'observation, ça veut dire qu'il va parquer le télescope, il va remonter la température du CCD, fermer l'abri et fermer tout ce qui tourne autour du télescope. Donc on va faire oui et on va le laisser tourner. Alors il va sur M4 comme j'avais prédit, parce que l'objet est le plus à l'ouest, donc il va commencer par faire ses images sur M4. Voilà, donc là ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire sa mise au point. Donc il va faire la mise au point pour toute la séquence. Donc il s'échappe un peu de l'objet, fait la mise au point et va revenir sur l'objet. Alors, je vous montre le télescope. Le télescope est comme ceci. Donc là on regarde du nord vers le sud. Il est quasiment au zénith avec le tube côté ouest du pied. Alors, bon, si j'étais effectivement plus malin, j'aurais pu me dire que je vais faire des images jusqu'à que le jour arrive. Hein. Alors, pour savoir quelle la durée du jour, vous allez dans Génère, vous allez dans l'état de télescope ici, Génère ici, puis là vous voyez qu'il reste à peu près, oui, il reste beaucoup de temps, il reste à peu près 10 heures de nuit devant moi. Donc j'ai 9h57 de nuit, avant que le soleil remonte à moins 15 degrés. Donc je pourrais faire comme ça pendant 10 heures des images, automatiquement, sans être nécessairement devant l'écran. Donc ce que je pourrais faire maintenant, c'est aller me coucher et laisser le télescope faire sa suite d'images et fermer la brise, parquet, etc., etc. Et là vous avez vos images qui sont disponibles au petit matin. Donc c'est quand même très 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 puissant hein, comme fonction. Alors évidemment vous pouvez faire ça aussi avec des scripts. Vous aurez plus de latitude de créativité avec la réalisation de scripts d'observation automatique. Bon, ça les scripts c'est carrément autre chose, hein, ça n'a plus rien à voir avec ce panel. Ce panel là et toutes ces options là, ça permet à des utilisateurs qui n'ont pas envie de faire des scripts de faire des observations automatiques le plus facilement possible. Donc voilà, donc là la mise au point est terminée. Nous avons la valeur de la mise au point à 9,996. Donc là, il va faire. Donc il voit effectivement qu'il n'a pas vraiment d'amélioration substantielle par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc il va revenir sur la position précédente. La position précédente étant 10,011, donc il y a 2 centièmes d'écart. Voilà. Et là, il va démarrer la pause de vérification pour voir que l'objet est bien là où il se trouve. Alors c'est un M4 est un amas globulaire, hein, à côté d'Antares. On le voit ici, hein, c'est toujours très joli à voir. Et ici, il fait... Donc là, il vous dit pas de passage de méridien pendant la pause. Donc là, il voit très bien que il va faire une pause de 200 secondes, mais que pendant cette pause de 200 secondes, il n'y a pas de passage au méridien. Hein. Par contre, s'il y avait un passage au méridien, il se serait positionné de l'autre côté pour attendre la venue de l'objet, et quand l'objet passe à la portée du télescope en étant de l'autre côté du méridien, il aurait commencé la pause. Là, il n'y a pas de passage au méridien. Alors juste pour vous signaler que
il y a quelques mois, il y a toute une série d'images qui a été faite avec cette fonction-là, hein, une série d'images avec ce télescope, et ça a été fait de manière totalement automatique. De cette façon-là, il y a un utilisateur aussi qui utilise cette fonction-là, c'est Laurent Bernasconi, qui est sur son observatoire, lance une séquence d'observation automatique, va se coucher à minuit, et quand il se lève à 7h30 du matin, toutes ces images sont sur le disque dur, et cela fait l'acquisition automatiquement pendant qu'il dort. Alors nous allons mettre en pause le temps qu'il finisse cet objet et qu'il passe au suivant. Alors nous allons aussi dégager la carte du ciel. Vous voyez ici le déplacement, détaillé de là et là, et il va certainement ensuite revenir ici, faire ses images. Voilà, cet objet M4 a été terminé. Donc voilà le télescope maintenant qui va sur M8 ou M20. Donc il a changé de position, maintenant il est ici. Voilà ici ce qu'il est en train de faire, il vous dit ce qui se passe, hein. C'est assez verbeux, hein. Ça parle pas mal. Alors tant que j'y suis, je peux vous présenter le site sur lequel j'exécute cette démonstration. Donc c'est à San Pedro de Atacama. C'est le site qui est tenu par Alain Maury. Donc il y a plusieurs télescopes sur place, à peu près une dizaine, hein, dont la plupart sont tous opérés en remote comme je suis en train de le faire. Donc là on peut regarder les conditions météo actuelles. Donc il y fait à peu près pas loin de 0 degré, hein, donc il fait relativement frais. Ici on peut regarder le vent, donc il y a quelques petites rafales de vent qui tournent entre 5 et 10 km/h. On le voit bien ici, hein, en regardant le télescope, on voit ici les étiquettes sont en train de voler avec une légère brise. Mais bon, ça n'empêche pas le télescope et la monture de fonctionner. Sans guidage, hein, je répète, la pression atmosphérique. Ici on voit la météo en temps réel. Et ici la caméra All Sky, bon, qui vous montre un ciel absolument magnifique, hein, et complètement une voie lactée absolument somptueuse. Ici vous avez aussi un SQM, hein, qui vous donne ici la magnitude par seconde carrée de fond de ciel. Alors là sans doute c'est en train de remonter un petit peu parce qu'on voit le passage de la voie lactée au zénith. Alors nous voici rendus à la fin de la séquence. Donc ici nous voyons ce qu'il a réalisé. Donc il a pu réaliser 100% de la séquence qu'on lui a demandé. Ici on voit un peu les élongations et les signes qui sont appliqués. Donc à M4 avec le filtre L, M20, M8. Donc voilà, donc ça a été effectué à 100%. Donc là, parking du télescope en cours. Voilà, donc le télescope s'est mis en position de parking, qui est celle-ci, et qui va permettre la fermeture du toit. Ensuite, l'ordre de fermeture de dôme-abri a été donné, donc ici on le voit ici, et se fait par la commande d'un programme extérieur ici. Donc c'est là ce qu'il est en train de faire. Et ici on peut voir que voilà, on voit ce petit programme là qui vient et qui s'affiche et qui vraiment indique qu'il est en train de fermer le dôme. Alors on peut le voir avec la caméra IP ici, vous voyez, regardez, la caméra IP est en train de montrer que le dôme est en cours de, enfin le dôme, l'abri est en cours de fermeture. Et c'est en train de se fermer, voilà. Voilà, c'est quasiment fermé. Et là ici vous voyez aussi que de l'autre côté la température de la caméra CCD est en train de remonter. Il faut imaginer que tout ça se produise pendant que vous soyez en train de dormir bien tranquillement, et votre matériel est ainsi à l'abri de toute intempérie si nécessaire. Alors ici on voit bien les étapes de remontée de température du CCD. Vous voyez, là on est à moins 10, moins 14, donc là c'est en train de remonter tout doucement. Une fois que la remontée de la température sera terminée, le logiciel va déconnecter la caméra et le télescope afin de ne plus avoir aucune connexion avec le matériel et voir in fine
tout couper sans qu'il y ait de message d'erreur. Voilà, l'observation automatique est maintenant terminée, le télescope est parqué, la température de la caméra est quasiment remontée à 0. Il faut régler tous ces paramètres, regarder un peu comment tout cela se séquence, dans quel ordre il faut le lancer. De toute façon, il faut que vous fassiez des tests, hein. N'hésitez pas à faire des tests avec des nuits qui sont très médiocres, des nuits de pleine lune. Une fois que vos paramètres seront très bien réglés dans l'observation automatique, je peux vous dire qu'après, l'observation ne sera plus une contrainte à rester devant un PC pendant toute la nuit. Vous aurez vos images le lendemain, c'est ce qui compte le plus, quel que soit le type de travaux que vous allez faire, et vous allez être bien content de pouvoir commencer une journée sans avoir une nuit ou des nuits entières derrière vous à observer et appuyer sur des boutons sans vous être opposé. Je vous remercie de votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être notifié des vidéos qui sont mises en ligne dernièrement. Je vous remercie.